Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir on continue toujours la lecture des Liaisons dangereuses de Laclos et nous nous en étions arrêtés à la lettre 15 que je vais m'empresser de vous lire avec joie. Donc pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et sur ce, je vous souhaite un excellent moment. Alors, lettre 15. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Il est bien honnête à vous de ne pas m'abandonner à mon triste sort. La vie que je mène ici est réellement fatigante par l'excès de son repos et son insipide uniformité. En lisant votre lettre et le détail de votre charmante journée, j'ai été tentée 20 fois de prétexter une affaire, de voler à vos pieds et de vous y demander en ma faveur une infidélité de votre chevalier qui, après tout, ne mérite pas son bonheur. Savez-vous que vous m'avez rendu jaloux de lui? Que me parlez-vous d'éternelle rupture? J'abjure ce serment prononcé dans le délire. Nous n'aurions pas été dignes de le faire si nous n'eussions dû le garder. Ah! Que je puisse un jour me venger dans vos bras du dépit involontaire que m'a causé le bonheur du chevalier. Je suis indignée, je l'avoue, quand je songe que cet homme, sans raisonner, sans se donner la moindre peine, en suivant tout bêtement l'instinct de son cœur, trouve une félicité à laquelle je ne puis atteindre. Ah! Je la trouverai. Je la troublerai. Promettez-moi que je la troublerai. Vous-même, n'êtes-vous pas humilié? Vous me donnez la peine de le tromper, et il est plus heureux que vous. Vous le croyez dans vos chaînes. C'est bien vous qui êtes dans les vôtres. Il dort tranquillement, tandis que vous veillez pour ses plaisirs. Que ferait de plus son esclave? Tenez, ma belle amie. Tant que vous vous partagez entre plusieurs, je n'ai pas la moindre jalousie. Je ne vois alors dans vos amants que les successeurs d'Alexandre, incapables de conserver entre tous cet empire où je régnais seul. Mais que vous vous donniez entièrement à un d'eux, qu'il n'existe un autre homme aussi heureux que moi, je ne le souffrirai pas. N'espérez pas que je le souffre. Oh, reprenez-moi, au moins prenez-en un autre. Et ne trahissez pas, par un caprice exclusif, l'amitié inviolable que nous nous sommes jurés. C'est bien assez, sans doute, que j'ai à me plaindre de l'amour. Vous voyez que je me prête à vos idées, et que j'avoue mes torts. En effet, si c'est être amoureux que de ne pouvoir vivre sans posséder ce qu'on désire, d'y sacrifier son temps, ses plaisirs, sa vie, je suis bien réellement amoureux. Je n'en suis guère plus avancé. Je n'aurais même rien du tout à vous apprendre à ce sujet sans un événement qui me donne beaucoup à réfléchir et dont je ne sais encore si je dois craindre ou espérer. Vous connaissez mon chasseur, trésor d'intrigue et vrai valet de comédie. Vous jugez bien que ses instructions portaient d'être amoureux de la femme de chambre et d'enivrer les gens. Le coquin est plus heureux que moi. Il a déjà réussi. Il vient de découvrir que Madame de Tourvel a chargé un de ses gens de prendre des informations sur ma conduite et même de me suivre dans mes courses du matin autant qu'il le pourrait sans être aperçu. Que prétend cette femme? Ainsi donc, la plus modeste de toutes ose encore risquer les choses qu'à peine nous oserions nous permettre. Je jure bien. Mais, avant de songer à me venger de cette ruse féminine, occupons-nous des moyens de la tourner à notre avantage. Jusqu'ici, ces courses qu'on suspecte n'avaient aucun objet. Il faut leur en donner un. Cela mérite toute mon attention et je vous quitte pour y réfléchir. Adieu, ma belle amie. Lettre 16. Cécile de Volanges, qui répond à Sophie Carnet. Ah, ma Sophie, voici bien des nouvelles. Je ne devrais peut-être pas te les dire, mais il faut bien que j'en parle à quelqu'un, c'est plus fort que moi. Ce chevalier d'Ancenis. Je suis dans un trouble que je ne peux pas écrire. Je ne sais par où commencer. Depuis que je t'ai vu raconter la jolie soirée que j'avais passée chez maman avec lui et Madame de Merteuil, je ne t'en parlais plus. C'est que je ne voulais plus en parler à personne, mais j'y pensais pourtant toujours. Depuis, il était devenu si triste, mais si triste, si triste, si triste que ça me faisait de la peine. Et quand je lui demandais pourquoi, il me disait que non, mais je voyais bien que si. Enfin hier, il était encore plus que de coutume.
Ça n'a pas empêché qu'il n'ait eu la complaisance de chanter avec moi comme à l'ordinaire, mais toutes les fois qu'il me regardait, cela me serrait le cœur. Après nous eûmes fini de chanter, il alla refermer ma harpe dans son étui et en m'en rapporta la clé, il me pria d'en jouer encore le soir, aussitôt que je serais seule. Je ne me défiais de rien du tout. Je ne voulais même pas. Mais il m'en pria tant que je lui dis que oui. Il avait bien ses raisons. Effectivement, quand je fus retirée chez moi et que ma femme de chambre fut sortie, j'allais pour prendre ma harpe. Je trouvai dans les cordes une lettre pliée seulement et point cachetée et qui était de lui. Ah, si tu savais tout ce qu'il me mande. Depuis que j'ai lu sa lettre, j'ai tant de plaisir que je ne peux plus songer à autre chose. Je l'ai relue 4 fois de suite et puis je l'ai serrée dans mon secrétaire. Je la savais par cœur et quand j'ai été couchée, je l'ai tant répétée que je ne songeais pas à dormir. Dès que je fermais les yeux, je la voyais là, qui me disait lui-même tout ce que je venais de lire. Je ne me suis endormie que bien tard et aussitôt que je me suis réveillée, il était encore de bien bonne heure, j'ai été reprendre sa lettre pour la relire à mon aise. Je l'ai emportée dans mon lit et puis je l'ai baisée comme si... C'est peut-être mal fait de baiser une lettre comme ça, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. À présent, ma chère amie, je suis bien aise. Si je suis bien aise, je suis aussi bien embarrassée. Car sûrement il ne faut pas que je réponde à cette lettre-là. Je sais bien que ça ne se doit pas, et pourtant il me le demande, et si je ne réponds pas, je suis sûre qu'il va encore être triste. C'est pourtant bien malheureux pour lui. Pardon. Qu'est-ce que tu me conseilles? Mais tu n'en sais pas plus que moi. J'ai bien envie d'en parler à Madame de Merteuil qui m'aime bien. Je voudrais bien le consoler, mais je ne voudrais pas... Mais je ne voudrais rien faire qui fût mal. On nous recommande tant d'avoir bon cœur. Et puis, on nous défend de suivre ce qu'il inspire quand c'est pour un homme. Ce n'est pas juste non plus. Est-ce qu'un homme n'est pas notre prochain comme une femme, et plus encore? Car, enfin n'a-t-on pas son père comme sa mère, son frère comme sa sœur? Il reste toujours le mari de plus. Cependant, si j'allais faire quelque chose comme il ne fut pas bien, peut-être que M. Danceny lui-même n'aurait plus bonne idée de moi. Oh, ça par exemple, j'aime encore mieux qu'il soit triste. Et puis, enfin, je serai toujours à temps. Parce qu'il a écrit hier, je ne suis pas obligée d'écrire aujourd'hui. Aussi bien je verrai Madame de Merteuil ce soir, et si j'en ai le courage, je lui conterai tout. En ne faisant que ce qu'elle me dira, je n'aurai rien à me reprocher. Et puis, peut-être me dira-t-elle que je peux lui répondre un peu, pour qu'il ne soit pas si triste. Ah, je suis bien en peine. Adieu, ma bonne amie. Dis-moi toujours ce que tu penses. Lettre 17. Le chevalier Danceny à Cécile de Volanges. Avant de me livrer, mademoiselle, dirais-je au plaisir ou au besoin de vous écrire, je commence par vous supplier de m'entendre. Je sens que pour oser vous déclarer mes sentiments, j'ai besoin d'indulgence. Si je ne voulais que les justifier, elles me seraient inutiles. Que vais-je faire après tout? Que vous montrer votre ouvrage? Et qu'ai-je à vous dire que mes regards, mon embarras, ma conduite et même mon silence ne vous aient dit avant moi? Et pourquoi vous fâcheriez-vous d'un sentiment que vous avez fait naître? Émané de vous, sans doute il est digne de vous être offert. S'il est brûlant comme mon âme, il est pur comme la vôtre. Serait-ce un crime d'avoir su apprécier votre charmante figure, vos talents séducteurs, vos grâces enchanteresses, et cette touchante candeur qui ajoute un prix inestimable à des qualités déjà si précieuses? Non, sans doute. Mais sans être coupable, on peut être malheureux, et c'est le sort qui m'attend, si vous refusez d'agréer mon hommage. C'est le premier que mon cœur est offert. Sans vous, je serais encore non pas heureux, mais tranquille. Je vous ai vu, le repos a fui loin de moi et mon bonheur est incertain. Cependant, vous vous étonnez de ma tristesse. Vous m'en demandez la cause. Quelquefois même, j'ai cru voir qu'elle vous affligeait. Ah,
Dites un mot et ma félicité se verra votre ouvrage. Mais avant de prononcer, songez qu'un mot peut aussi combler mon malheur. Soyez donc l'arbitre de ma destinée. Par vous, je vais être éternellement heureux ou malheureux. En quelle main, plus chère, puis-je remettre un intérêt plus grand? Je finirai, comme j'ai commencé, par implorer votre indulgence. Je vous ai demandé de m'entendre, j'oserai plus, je vous prierai de me répondre. Le refuser serait me laisser croire que vous vous trouvez offensé, et mon cœur m'est garant que mon respect égale à mon amour. Post-scriptum. Vous pouvez vous servir pour me répondre. Du même moyen dont je me sers pour vous faire parvenir cette lettre, il me paraît également sûr et commode. Lettre 18. Cécile de Volanges qui répond à Sophie Carnet. Quoi? Sophie, tu blâmes d'avance ce que je vais faire? J'avais déjà bien assez d'inquiétudes, voilà que tu les augmentes encore. Il est clair, dis-tu, que je ne dois pas répondre. Tu en parles bien à ton aise, et d'ailleurs, tu ne sais pas au juste ce qui en est. Tu n'es pas là pour voir. Je suis sûre que, si tu étais à ma place, tu ferais comme moi. Sûrement, en général, on ne doit pas répondre, et tu as bien vu. Par ma lettre d'hier, que je ne voulais pas non plus, mais que c'est ce que je ne crois que personne ne soit jamais trouvé dans le cas où je suis. Et encore être obligée de me décider toute seule. Madame de Merteuil, que je comptais voir hier au soir, n'est pas venue. Tout s'arrange contre moi. C'est elle qui est cause que je le connais. C'est presque toujours avec elle que je l'ai vue, que je lui ai parlé. Ce n'est pas que je lui en veuille du mal, mais elle me laisse là au moment de l'embarras. Ah, je suis bien à plaindre. Figure-toi qu'il est venu hier comme à l'ordinaire. J'étais si troublée que je n'osais le regarder. Il ne pouvait pas me parler, parce que maman était là. Je me doutais bien qu'il serait fâché quand il verrait que je ne lui avais pas écrit. Je ne savais quelle contenance faire. Un instant après, il me demanda si je voulais qu'il allât chercher ma harpe. Le cœur me battait si fort que ce fut tout ce que je pus faire que de répondre que oui. Quand il revint, c'était bien pire. Je ne le regardais qu'un petit moment. Il ne me regardait pas, lui. Mais il avait un air qu'on aurait dit qu'il était malade. Ça me faisait bien de la peine. Il se mit à accorder ma harpe et après, en me l'apportant, il me dit « Ah, mademoiselle !» Il ne me dit que ces deux mots-là. Mais c'était d'un ton que j'en fus toute bouleversée. Je préludais sur ma harpe sans savoir ce que je faisais. Maman demanda si nous ne chanterions pas. Lui s'excusa en disant qu'il était un peu malade, et moi, qui n'avais pas d'excuse, il me fallut chanter. J'aurais voulu n'avoir jamais eu de voix. Je choisis exprès un air que je ne savais pas, car j'étais bien sûre que je ne pourrais en chanter aucun, et on se serait aperçu de quelque chose. Heureusement, il vint une visite, et dès que j'entendis entrer un carrosse, je cessai et le priai de reporter ma harpe. J'avais bien peur qu'il ne s'en allât en même temps, mais il revint. Pendant que maman et cette dame qui était venue causer ensemble, je voulus le regarder encore un petit moment. Je rencontrai ses yeux, et il me fut impossible de détourner les miens. Un moment après, je vis ses larmes couler, et il lui fut obligé de se retourner pour ne pas être vu. Pour le coup, je ne pus tenir. Je sentis que j'allais pleurer aussi. Je sortis et tout de suite, j'écrivis avec mon crayon sur un chiffon de papier « Ne soyez pas si triste, je vous en prie. Je promets de vous répondre. » Sûrement, tu ne peux pas dire qu'il y ait du mal à ça. Et puis, c'était plus fort que moi. J'ai mis mon panier aux cordes de ma harpe, comme sa lettre était, et je revins dans le salon. Je me sentais plus tranquille. Il me tardait bien que cette dame s'en fût. Heureusement, elle était en visite. Elle s'en alla bientôt après. Aussitôt qu'elle fut sortie, je dis que je voulais reprendre ma harpe, et je le priai de l'aller chercher. Je vis bien à son air qu'il ne se doutait de rien. Mais au retour, comme il était content! En posant ma harpe vis-à-vis de moi, il se plaça de façon que maman ne pouvait voir, et il prit ma main qu'il serra, mais d'une façon... Et ce ne fut qu'un moment, mais je ne saurais te dire le plaisir que ça m'a fait.
Je la retirai pourtant, ainsi je n'ai rien à me reprocher. À présent, ma bonne amie, tu vois bien que je ne peux pas me dispenser de lui écrire, puisque je le lui ai promis. Et puis, je n'irai pas lui refaire du chagrin, car j'en souffre plus que lui. Si c'était pour quelque chose de mal, sûrement je ne le ferais pas. Mais quel mal peut-il y avoir à écrire, surtout quand c'est pour empêcher quelqu'un d'être malheureux? Ce qui m'embarrasse, c'est que je ne saurais pas bien faire ma lettre, mais il sentira bien que ce n'est pas ma faute. Et puis, je suis sûre que rien de ce qu'elle saura de moi, elle lui fera toujours plaisir. Adieu, ma chère amie. Si tu trouves que j'ai tort, dis-le-moi. Mais je ne crois pas. À mesure que le moment de lui écrire approche, mon cœur bat que ça ne se conçoit pas. Il le faut bien pourtant, puisque je l'ai promis. Adieu. Lettre 19. Cécile de Volanges qui écrit au chevalier de Danceny. Vous étiez si triste hier, monsieur, et cela me faisait tant de peine que je me suis laissée aller à vous promettre de répondre à la lettre que vous m'avez écrite. Je n'en sens pas moins aujourd'hui que je ne le dois pas. Pourtant, comme je l'ai promis, je ne veux pas manquer à ma parole. Et cela doit bien vous prouver l'amitié que j'ai pour vous. À présent que vous le savez, j'espère que vous ne me demanderez pas de vous écrire davantage. J'espère aussi que vous ne direz à personne que je vous ai écrit, parce que sûrement on m'en blâmerait, et que cela pourrait me causer bien du chagrin. J'espère surtout que vous-même n'en prendrez pas mauvaise idée de moi, ce qui me ferait plus de peine que tout. Je peux bien vous assurer que je n'aurais pas eu cette complaisance-là pour tout autre que vous. Je voudrais bien que si vous eussiez celle de ne plus être triste comme vous étiez, ce qui m'ôte tout le plaisir que j'ai à vous voir. Vous voyez, monsieur, que je vous parle bien sincèrement. Je ne demande pas mieux que notre amitié dure toujours, mais je vous en prie, ne m'écrivez plus. J'ai l'honneur d'être. Lettre 20. La marquise de Merteuil qui écrit au vicomte de Valmont. Ah, fripon, vous me cajolez de peur que je ne me moque de vous. Allons, je vous fais grâce. Vous m'écrivez tant de folie qu'il faut bien que je vous pardonne la sagesse où vous tient votre présidente. Je ne crois pas que mon chevalier eût autant d'indulgence que moi. Il serait homme à ne pas approuver notre renouvellement de bail et à ne rien trouver de plaisant dans votre folle idée. J'en ai pourtant bien ri, et si j'étais vraiment fâchée d'être obligée de rire toute seule. Si vous eussiez été là, je ne sais où m'aurait mené cette gaieté, mais j'ai eu le temps de la réflexion et je me suis armée de sévérité. Ce n'est pas que je refuse pour toujours, mais je diffère et j'ai raison. J'y mettrai peut-être de la vanité, et une fois piqué au jeu, on ne sait plus où l'on s'arrête. Je serai femme à vous enchaîner de nouveau, à vous faire oublier votre présidente, et si j'allais, moi, indigne, vous dégoûter de la vertu, voyez quel scandale. Pour éviter ce danger, voici mes conditions. Aussitôt que vous aurez eu votre belle dévote, que vous pourrez m'en fournir une preuve, venez, et je suis à vous. Mais vous ignorez pas que dans les affaires importantes, on ne reçoit de preuves que par écrit. Par cet arrangement, d'une part, je deviendrai une récompense au lieu d'être une consolation. Et cette idée me plaît davantage. De l'autre, votre succès en sera plus piquant et devenant lui-même un moyen d'infidélité. Venez donc, venez au plus tôt m'apporter le gage de votre triomphe, semblable à nos pro-chevaliers qui venaient déposer aux pieds de leurs dames leurs fruits brillants de leur victoire. Sérieusement, je suis curieuse de savoir ce que peut écrire une prude après un tel moment, et quel voile elle met sur ses discours auprès d'en avoir plus laissé sur sa personne. C'est à vous de voir si je mets un prix, c'est à vous de voir si je me mets à un prix trop haut. Mais je vous préviens qu'il n'y a rien à rabattre. Jusque-là, mon cher vicomte, vous trouverez bon que je reste fidèle à mon chevalier et que je m'amuse à le rendre heureux, malgré le petit chagrin que cela vous cause. Cependant, si j'avais moins de mœurs, je crois qu'il aurait dans ce moment un rival dangereux. C'est la petite Volanges. Je raffole de cet enfant, c'est une vraie passion. Ou je me trompe, ou elle deviendra une de nos femmes les plus à la mode. Je vois son petit cœur se développer et c'est un spectacle ravissant. Elle aime déjà son Danceny avec fureur, mais elle n'en sait rien encore. Lui-même, quoique très amoureux, a encore la timidité de son âge et n'ose pas trop le lui apprendre. Tous deux sont en adoration vis-à-vis
de moi. La petite surtout a grande envie de me dire son secret, particulièrement depuis quelques jours et je l'en vois vraiment oppressée et je lui aurais rendu un grand service de l'aider un peu, mais je n'oublie pas que c'est une enfant et je ne veux pas me compromettre. Danceny m'a parlé un peu plus clairement, mais pour lui, mon parti est pris. Je ne veux pas l'entendre. Quant à la petite, je suis souvent tentée d'en faire mon élève. C'est un service que j'ai envie de rendre à Gercourt. Il me laisse du temps, puisque le voilà en Corse jusqu'au mois d'octobre. J'ai dans l'idée que j'emploierai ce temps-là et que nous lui donnerons une femme toute formée au lieu de son innocente pensionnaire. Quelle est donc en effet l'insolente sécurité de cet homme qui ose dormir tranquille, tandis qu'une femme qui a à se plaindre de lui ne s'est pas encore vengée? Tenez, si la petite était ici en ce moment, je ne sais ce que je ne lui dirais pas. Adieu, vicomte. Bonsoir et bon succès. Mais pour Dieu, avancez donc. Songez que si vous n'avez pas cette femme, les autres rougiront de vous avoir eu. Et c'est sur ces dernières phrases que s'achève notre lecture des liaisons dangereuses de Laclos. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Je souhaite une très bonne nuit à ceux qui se couchent et une bonne journée à ceux qui se lèvent. Très bonne soirée ou journée sur David.